Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents ce soir pour le retour des webinaires de la Fédération française Jardin, Nature et Santé. Brièvement, donc je suis Clara David, membre active et vice-secrétaire de la fédération et j'accompagne certaines structures médico-sociales et sanitaires dans leurs projets de jardin thérapeutique. Et il y a notamment un jardin à Angers dans le 49 que j'ai accompagné depuis la conception et aujourd'hui que j'accompagne dans l'animation. Je vais d'abord donner la parole à Philippe Polch, qui est le président de la Fédération française Jardin, Nature et Santé. Après, je reprendrai la parole pour relancer un petit peu et puis après, on aura les différents temps du webinaire. Philippe, est-ce que je peux te donner la parole? Donc, la Fédération française Jardin Nature Santé, qui a été fondée début 2018, dont l'objet est de fédérer tous les acteurs praticiens, et pour beaucoup, autour des professions médicales, paramédicales et, on va dire, nature-paysage. Voilà. Je le fais très rapide. Il s'agit d'écothérapie, d'ortithérapie, de jardin thérapeutique, avec la volonté très nette pour la fédération d'être l'interlocuteur privilégié auprès des instances publiques et des instances privées, des décideurs, et d'être reconnu comme un acteur, sinon expert, en tout cas capable de répondre à cette problématique de la relation nature-santé. Voilà. Beaucoup d'axes vont être développés dans la prochaine mandature. On aura l'occasion de vous en parler à l'Assemblée générale qui aura lieu le 3 février 2024, où bien entendu vous serez tous. Hein, voilà, on peut avoir plus de 100 personnes. Ça se passera au CFPPA de Romans-sur-Isère. Voilà, on est à peu près 120 membres en tout, une cinquantaine de membres dits actifs, des gens qui sont dans les professions ou l'associatif autour de tout ça. Et puis, environ 70 membres sympathisants, dont certains d'entre vous sont ici. Voilà. C'est-à-dire des gens intéressés par la chose et peut-être devenant membres actifs par la suite. Bien. Allez, je m'arrête là parce qu'il y a autre chose à dire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. En deux mots, je suis Cécile Favier. Je suis réalisatrice de documentaires et ce soir, donc, je coordonne la partie éditoriale de ce webinaire. Et au sein de la fédération, je suis une toute jeune recrue et je suis sympathisante de la cause et donc disposée à aider à améliorer la visibilité des actions des adhérents auprès de la société civile et des décideurs. Donc ce soir, le thème est le jardin partagé et nous avons invité Thierry Goua. Donc je suis chargée en quelques mots de le présenter et il me reprendra si j'ai fait des oublis. Donc voilà, je vais te tutoyer, Thierry, ça sera plus simple. Alors Thierry, donc ce que tu m'as dit, tu te formes à l'école du Breuil comme jardinier paysagiste et puis tu commences ta carrière en jardinerie. Puis tu te tournes vers le design et la communication liée à l'environnement tout en continuant tes pratiques jardinières. Et ce sont, je pense, ces deux sujets très étroitement liés qui te tiendront à cœur jusqu'à aujourd'hui, l'environnement, la biodiversité et les jardins. En 91, tu es âgé de 33 ans et tu te retrouves en fauteuil roulant, obligé de t'adapter et de te reconstruire. Donc, le jardin devient un médiateur précieux et ton outil de développement personnel. Et tu prends alors encore plus conscience du rôle prépondérant du végétal dans la construction du lien avec le vivant. Après la création d'un premier jardin adapté, où tu mets ton talent de bricoleur à l'œuvre, j'ai vu certains petits éléments qui étaient très, très chouettes, tu m'as dit qu'un deuxième était actuellement en cours de création. On en reparlera peut-être. Actuellement, donc, tu es intervenant pair, tu officies régulièrement auprès de différents organismes comme consultant handicap. Et aujourd'hui, à la retraite, tu t'impliques comme chargé de mission à travers une plateforme collaborative qui s'appelle Grandi Ose, avec le mot handi, un lieu de partage et de bonnes pratiques pour les gens concernés par le monde du handicap, mais dans son ensemble. Donc ce soir, on va plutôt parler du jardin.
Et pour inscrire ton témoignage dans le cadre de ce webinaire, je vais te poser la première question. Peux-tu nous donner ta définition du handicap? Ben, tout d'abord, merci Cécile pour cette présentation. Rien à redire, tout bon. Voilà. Effectivement, c'est un parcours assez long et assez éclectique. Et pour répondre à ta question, pour moi, la définition du handicap, c'est plutôt une notion de situation de handicap qu'une définition purement thématique du handicap, comme on pourrait le catégoriser en handicap physique, mental, sensoriel, psychique ou autre. Pour moi, la notion de handicap, c'est avant tout une notion de limite de capacité euh, qui concerne, en fin de compte, tous et chacun, certains plus que d'autres. Euh, il y a, on va dire qu'il y a une notion d'officialisation du terme handicap qui peut correspondre à une définition médicale, mais on est tous plus ou moins concernés à un moment ou à un autre de notre existence par des limites de capacité et on le sera tous à terme avec le grand âge. Donc pour moi, la définition du champ du handicap est très très large. Alors, toujours en lien avec notre thématique de ce soir, quelle est ta définition du jardin adapté? De manière plus large, le jardin thérapeutique. Et enfin, tu nous as soufflé ce sous-titre, un outil de construction du vivant. Donc, est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu un résumé de ces Ouais. différents éléments? Ouais, alors pour moi, le jardin est thérapeutique par essence. C'est ce qui le lie à cette notion du vivant et de la construction et de la mise en travaux en permanence. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de différence entre un jardin et un jardin thérapeutique, si ce n'est que la notion de thérapeutique peut peut-être se rapporter à des lieux de pratique particulières, mais tout ce qui peut concerner l'acte de jardiner est une pratique de soins et de construction de soi et de son environnement. J'estime qu'on n'en est absolument pas dissocié et que ça soit intervenir sur un pot de géranium ou sur les jardins de Versailles ou de Chaumont-sur-Loire, qu'importe la taille. Ce qui importe pour moi dans l'acte de jardiner, c'est de s'impliquer dans une, une mise en action consciente dans la limite de ses moyens. Donc chacun les siens, chacun avec les outils qu'il peut manipuler, mais en tout cas toujours avec une espèce de volonté dans la mesure où il y a cette volonté, mais au moins d'immersion et de connexion avec notre environnement et le fait soit simplement d'en profiter, d'en jouer au travers l'essence dont on dispose, euh, et plus loin dans l'acte de jardiner et donc d'interagir avec cet environnement. Voilà ma définition du jardin, on va dire thérapeutique, mais là encore dans un sens très large. Ce qui peut être intéressant donc pour nos auditeurs ce soir, c'est que donc, ton intérêt pour les jardins était préalable à ton handicap. Oui. Ce qui est peut-être intéressant dans ton retour de témoignage d'expérience, c'est comment concrètement le jardin t'est venu en aide et quels ont été ses apports? Alors, du coup, c'est quelque chose qui se passe en deux temps dans mon existence. Je viens de la région parisienne initialement. Aujourd'hui, j'habite dans le Tarn. Euh, donc, initialement, j'étais plutôt dans un milieu urbain, dense, bétonné, et j'avais malgré tout la chance d'habiter en fait dans un immeuble qui donnait sur les bords de Marne. Et donc, j'ai toujours vu
des espaces naturels dans mon environnement. Euh, j'ai du coup fait l'école du Breuil parce que j'avais une attirance pour la création paysagère. Et donc, dans mon parcours de vie, à un moment donné, donc le handicap s'est invité à la moitié de ma vie, en fin de compte. Et pour moi, le fait de continuer de me remettre, on va dire, après la parenthèse du soin qui m'a totalement éloigné de l'environnement naturel. Et ça a été une souffrance. Quand j'ai été en milieu de soins, j'étais quasiment complètement coupé des milieux, enfin de la nature ou de tout ce qui pouvait être gestuel autour du jardin, de la promenade, raison du fait que je suis à mobilité réduite et que du coup la notion de promenade devenait quelque chose de quasiment infaisable au départ et puis difficile par la suite. J'ai eu rapidement envie de me remettre dans des pratiques immersives, naturelles. Et bah, très spontanément, le fait de jardiner est devenu un besoin. Et j'ai du coup répondu à ce besoin en créant mon premier jardin adapté, qui était en fait un ensemble de jardinières en hauteur. Euh, alors, le fait simplement déjà de le désirer et de le penser, c'était déjà une démarche de reconstruction. En fait, ça participait déjà à un désir de me remettre en action, de reprendre la main sur mon environnement et du coup sur ma vie. Au-delà du symbole, c'est devenu un véritable outil non seulement de développement personnel au travers les réflexions que je menais et puis la mise en action, mais aussi un développement physique par la gestuelle du jardin, qui devenait un moteur du quotidien. Au fur et à mesure que le jardin s'est développé, eh ben, je me suis reconstruit, voilà, grâce à cet outil. Tu as parlé de manque. Et donc, Ouais. dans ton séjour à l'hôpital, de quoi tu aurais rêvé? Ah, j'aurais rêvé déjà d'être dans un environnement où la nature aurait été mon cadre, où j'aurais pu déjà, ne serait-ce que sur le plan purement sensoriel, sans y être actif, être immergé dans un jardin, voilà, d'être au quotidien en lien avec autre chose que des couloirs aseptisés, des chambres aseptisées et des fenêtres donnant sur des paysages stériles, voilà. Ce qui n'était pas systématiquement le cas, hein. J'ai rapidement pu bouger lors de la rééducation. J'étais du coup à La Malou-les-Bains, donc c'est dans l'Hérault et c'est proche des Gorges d'Éric, qui est un lieu magnifique. Alors j'en ai pas profité tout de suite, mais dès que j'ai pu commencer à être plus autonome dans mes déplacements, très rapidement, je me suis extrait du lieu de rééducation dès que c'était possible pour pouvoir m'immerger dans des milieux naturels. J'en avais effectivement besoin voilà, pour mieux exister. Et du coup, est-ce qu'à l'époque, tu as pu échanger avec les équipes soignantes sur cette problématique-là? Non, c'était absolument pas le propos. Et d'ailleurs, moi, je m'en sentais dans la pratique, hein, du jardin, pas dans le fait de désirer être dans un milieu naturel. Mais il y avait, euh, alors au début du handicap, euh, c'est les questions qui se posent sont plus des questions de survie, des questions d'adaptation dans mon cas, hein, à son quotidien, à un corps blessé, à un corps différent, à un corps où justement le fait de retrouver du désir est un chemin difficile, long, et pour le coup, aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu plus de
conscience de ça. À l'époque, on était beaucoup sur du fonctionnel avant tout. D'ailleurs, on parle de rééducation fonctionnelle. C'était la fonction de la motricité, de la mobilité qui était visée avant tout dans le cadre thérapeutique et non pas une reconstruction beaucoup plus globale sur voilà, une reconstruction euh, psychique ou sociétale. C'était pas le propos. Le propos, c'était d'envisager la meilleure reconstruction par rapport à la notion de mobilité. Voilà, mais pas du tout en lien avec le contexte environnemental et sociétal. Or, pour moi, le jardin, c'est justement le lien d'abord environnemental et quasiment de façon connexe, sociétale aussi. Parce que, contrairement à la nature, le jardin, c'est un endroit qui est on va dire, circonscrit dans un espace qui, du coup, est amené à être, dans la mesure du possible, partagé. Et pour le coup, et surtout dans les milieux de soins, le fait d'avoir un jardin et des pratiques jardinières partagées, ça fait partie de la sociabilisation et de la reconstruction. Donc, il n'y a pas que l'acte purement technique du jardin. Il y a tout le côté humain dans cette pratique qui pour moi est aussi important que la technique elle-même du jardin. Tu nous dis qu'un jardin adapté ne sert pas qu'à jardiner. C'est Certainement bien pas. plus grand, bien plus ample que ça. J'ai envie de te poser la question, jusqu'où aller pour que des aménagements, des adaptations aussi ne soient pas spécialement stigmatisantes et soient vraiment transversales pour tous les publics dans un jardin dit de soins, donc un jardin tout court finalement. Alors, de façon très globale, pour moi, la notion du jardin est une notion de jardin public. Et pour le coup, pas forcément typiquement privative. Après, je peux comprendre que dans des établissements qui traitent de pathologies particulières, il y ait la nécessité d'un jardin plus dédié, qui nécessite éventuellement des aménagements spécifiques, mais en tout cas, c'est pas sa définition, de mon point de vue, c'est pas sa définition unique. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une réponse type. Euh, la réponse adaptée, c'est le jardin qui correspondra au plus grand nombre. Et dans tous les cas, au-delà du jardin, il y a l'immersion dans le paysage. On sait par exemple très bien que dans un établissement où il y a des espaces verts, la durée de séjour pour les personnes est d'autant plus raccourcie que l'espace y est agréable. Dans un espace qui est désagréable, contraignant, bétonné, en fin de compte, les pathologies s'alourdissent, le soin est plus difficile, les gens sont plus déprimés, moins stimulés, et du coup, c'est pas tant la forme précise du jardin, c'est surtout la présence de la nature qui fait que d'emblée, il y a un mieux-être dans un milieu qui est stimulant sur le plan environnemental. Voilà, donc il n'y a pas une réponse sur un jardin particulier. Après, il est évident qu'il y a quelques items qui sont imparables, comme la circulation, le fait de pouvoir y séjourner de façon confortable, sécurisée, qu'il n'y ait pas... je, en parlant, je me dis, le fait même de se sentir obligé de jardiner dans un cadre particulier, ça peut être quelque chose de stressant. Alors que le simple fait de se poser dans un environnement accueillant, là,
au contraire plutôt épanouissant. Et ça peut amener, et ça j'ai pu le vivre dans des jardins publics avec des gamins, on va dire dans des expériences un petit peu transgénérationnelles. Bah, en fait, le fait d'être simplement ensemble dans un jardin amène une sociabilisation, un échange et une action qui peut être bah, du coup stimulante, et c'est en ça que le jardin devient thérapeutique, puisque se soigner en plus avec les autres, bah, c'est voilà, c'est se grandir aussi et se reconstruire au-delà de soi-même. Effectivement, l'idée, c'est de mêler toutes les personnes autour, voilà, autour de cet environnement. La mixité, la différence, ouais. Et dans le cadre de personnes en fauteuil électrique vraiment polyhandicapées, lourdement handicapées, Ouais. même si maintenant les technologies peuvent leur permettre de se déplacer, souvent il y a quand même un besoin d'accompagnant. Et j'avais suivi Nicole Bress sur un de ses ateliers, et elle me disait effectivement que le souci, outre sa journée et son atelier, elle avait remarqué que il était difficile d'inciter les encadrants, bien que le jardin où elle intervienne est très très bien organisé. Elle avait du mal à inciter les encadrants à aller au jardin en dehors de ces ateliers dédiés. Les encadrants, les accompagnants, les familles aussi. Comment on pourrait imaginer des stimulations pour aller du dedans vers le dehors? Bah, la stimulation, elle est justement, de mon point de vue, dans une pratique du quotidien. C'est-à-dire que la promenade et le fait d'être attentif à la réceptivité des personnes, euh, c'est justement le fait de les mettre en immersion et d'être attentif à leurs réactions qui va pouvoir euh, comment dire, euh, entamer un processus de pratique immersive de plus en plus intense en fonction de la réactivité des personnes concernées. Mais c'est avant tout un dialogue, même s'il n'est pas verbal. Je pense toujours à un film que j'ai vu qui s'appelle Johnny Got His Gun, et c'est une personne qui est amputée des 4 membres, qui n'a pas la parole, etc. Et son infirmière est très sensible à ces réactions épidermiques. Et le fait simplement de constater que lorsqu'il y a du soleil et qu'elle le met au soleil, qu'il frémisse de plaisir et du coup qu'elle perçoive ce plaisir, on peut dire la même chose d'être exposé à un milieu naturel, avoir des stimulations sensorielles du type odeur, bruit, je sais pas, froisser des feuilles de menthe, voir si la personne a une réaction de rejet ou de plaisir. Le simple fait même d'être ouais, en présence d'autres personnes qui elles-mêmes vont profiter du jardin peut être une stimulation. Donc, pour moi, pas l'obligation, mais la proposition systématique d'être immergé dans un milieu de type jardin, ça me semble être une bonne démarche. Voilà. Après, à partir du moment où il n'y a pas de verbalisation, où on est sur du handicap très très lourd, que ça soit le jardin ou n'importe quoi d'autre, on est toujours sur des difficultés de communication, voire de l'incommunicabilité absolue, ou je pense aux troubles psychiques, où l'interprétation peut être plus complexe, mais en tout cas, faut pas faire l'impasse, je pense, euh, d'amener les personnes dans le jardin, quoi. Et à ce propos, est-ce que toi, tu sais s'il existe des Elles sont comme formations pour la prise en charge du handicap comme ça par des intervenants animateurs? Qu'est-ce qu'il existe actuellement? À ma connaissance, dans le domaine du jardin et de l'hortithérapie,
en dehors peut-être donc des formations de la fédération, je ne connais rien de spécifique axé jardin. Bon, ben voilà, il y a du boulot. Ah oui, ça, il Et y a clairement du boulot, ouais. peut-être que d'autres personnes de Ouais. la fédération pourront nous en dire un peu plus dans la deuxième partie. Pour conclure sur ton retour d'expérience et pour un tout petit peu élargir, là, tu es actuellement chargé de mission donc, pour la plateforme Grandiose. Donc, Ouais. j'épelle parce que c'est important. Hein. C'est Grandiose. Grandiose. Moi, j'aime beaucoup ce petit jeu de mots. Et donc, c'est vraiment donc, construit comme un outil pour aider les personnes du monde du handicap. Comment interviens-tu sur cette plateforme, justement, en relation éventuellement avec le jardin? Avant que ce soit une plateforme, c'est avant tout une association, puis une communauté qui s'est développée sur les réseaux sociaux principalement. Et aujourd'hui, on est en train de développer donc cette plateforme qui sera du coup un outil partagé de retour d'expérience. Alors, donc comment j'agis là-dedans, c'est d'abord de pair à pair, puisque beaucoup des personnes inscrites sur cette association sont des personnes en situation de handicap, mais pas que. Je dirais qu'on est quasiment moitié-moitié. Beaucoup de personnes sont en lien à proximité, sont des aidants, des soignants, des conjoints. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est pas du tout, comment dire, excluant pour qui que ce soit. Le principe, du coup, c'est de faire ce qu'on appelle des retours d'expérience et de les consigner. Et du coup, à ce titre, moi, je témoigne de mes pratiques, j'illustre et j'accompagne aussi des gens dans soit des personnes directement en situation de handicap, soit leurs proches, soit des établissements si la demande vient à émerger. Mais du coup, je vais accompagner dans soit la pratique, soit la conception, puisque j'ai une formation de jardinier paysagiste. Et du coup, que ça soit, enfin, je participe à l'élaboration des solutions à la carte, on va dire. Euh, pour l'instant, de façon informelle, puisque je n'ai jamais trouvé encore de cadre spécifique dans le domaine thérapeutique, je veux dire, hein, en milieu hospitalier ou milieu de soins. Je n'ai pas, si ce n'est conseillé, voilà, je n'ai pas accompagné de création de jardin en milieu thérapeutique spécifiquement. J'interviens uniquement en conseil pour le moment. Voilà, mais je suis ouvert à tout échange sur le sujet et par mes pratiques, bon, comme tu le disais tout à l'heure, hein, j'ai quand même du coup quelques années où j'ai pratiqué pendant plus de 20 ans sur mon jardin adapté qui était dans le nord du Tarn. Et là, plus récemment, je me suis installé du côté plus proche de Toulouse, on va dire, du côté de Rabastens. Et je suis en train de créer un nouveau lieu de vie qui se veut être un lieu un petit peu expérimental, un lieu ouvert sur lequel je pense développer à nouveau des éléments de jardin adaptés et de les rendre du coup visibles, lisibles et, euh, et pouvoir consigner aussi un petit peu au travers de la plateforme et au travers les retours d'expérience, pouvoir consigner un petit peu ces pratiques et échanger sur le sujet et accueillir pour le coup des personnes qui pourraient être intéressées par ces pratiques. Mais pas uniquement le jardin. Là, ça concerne en fait, c'est transversal et ça concerne tous les aspects de la vie. Bricolage, mécanique, adaptation, logement, etc. Mais le jardin est un de mes axes aussi de développement sur ce lieu. Eh bien, Voilà, et écoute, pour le coup, la communauté grandiose sera aussi un lieu où on pourra lire, enfin pas la communauté, mais la plateforme grandiose sera un lieu où on pourra lire des sujets, des papiers, des reportages que je ferai sur ce sujet-là. et elle sera à peu près opérationnelle à partir de quand? 2024.
D'accord. Janvier 2024, là pour l'instant, on est en phase de développement pour ce qui est de la plateforme uniquement. Par contre, si vous tapez Grandiose sur un moteur de recherche, vous tomberez sur le site de l'association ou sur Facebook aussi. Voilà, vous pouvez trouver Grandiose, où là, c'est là pour l'instant où il y a le plus d'échanges, voilà, où c'est le plus dynamique. Merci beaucoup Thierry. On va revenir vers toi Avec grand plaisir. après pour les questions précises, Ok. mais d'ores et déjà, on va demander à Isabelle Launay donc aussi de se présenter brièvement et de nous parler de son expérience après une très mauvaise chute qui l'a laissée handicapée pour quelques semaines. Je m'appelle Isabelle Launay, j'anime des ateliers d'orthithérapie depuis 2018 et je fais partie de la fédération depuis sa création, membre active et OCA, trésorière. Voilà. Et là, je témoigne. Alors, c'est un témoignage, un retour d'expérience quasi très récent, à chaud. Effectivement, en fait, je me suis retrouvée empêchée pendant plusieurs mois. Alors, je ne dis pas handicapée parce que voilà, c'est empêchée. J'étais vraiment empêchée suite à une chute fin mai, le 30 mai, multifracture, opération, pose de matériel, greffe osseuse, ligamentoplastie, 6 semaines où je ne pouvais pas poser le pied à terre. Et j'habite à Paris. J'habite à Paris et je circule quasi exclusivement en vélo. Donc une très grande liberté, très grande mobilité, les jardins, le bois de Vincennes. Et puis fin mai, voilà, cette chute et 6 semaines sans poser le pied dans un environnement très urbain. Avec très rapidement de la rééducation, 4 jours par semaine dans un hôpital de jour où j'intervenais. Donc j'ai choisi un bon centre de rééducation avec un parc arboré absolument magnifique, mais je le savais parce qu'on me le disait, mais je l'ai testé en fauteuil, impraticable en fauteuil roulant parce que des graviers, parce que des bosses, parce que des trous. Voilà, donc j'étais très bien pris en charge, mais j'avais ce beau parc arboré, mon centre, ma rééducation, la table, ça se passait face à un mur, alors que derrière moi, j'avais des fenêtres et des arbres absolument magnifiques. J'avais, si dans une salle de rééducation, quand je faisais du vélo, quand j'ai pu refaire du vélo, enfin faire du vélo de rééducation, j'avais une vue sur les arbres magnifiques, mais c'était le seul endroit où il y avait la possibilité d'avoir une vue sur ce parc. Le premier sentiment que j'ai ressenti, ça a été la vulnérabilité. Je me suis sentie très, très vulnérable. Et je me suis dit rapidement, en fait, que, bon, voilà, même si je savais que c'était temporaire, il y a eu toutes les phases de doute. Est-ce que la greffe va fonctionner? Est-ce que je vais retrouver ma mobilité? Est-ce que je ne vais pas me retrouver handicapée? Voilà, toutes ces phases-là dont on entend parler, mais quand on les vit, voilà, on y met, chacun y met, je pense, moi, ça a été douloureux, mais je me suis dit que ça serait une expérience qui serait intéressante de par ma pratique professionnelle. Et effectivement, quand j'ai repris mes ateliers, ça fait un mois que j'ai repris mes ateliers. Alors, je remarche pas encore tout à fait, pas comme avant, je boite un peu, donc je fais partie aussi de... Je peux pas encore, si quelqu'un en atelier a une difficulté, je peux pas encore, je suis pas aussi réactive, donc je fais attention aussi à ça. Mais depuis que j'ai repris mes ateliers, j'ai une écoute différente. J'ai une écoute des personnes, des participants qui est plus sensible, qui est plus fine, alors même si avant je pensais que, et je suis plutôt une personne empathique, pardon, pas antipathique, empathique, mais là, le fait de l'avoir vécu, je me dis, mais en fait, j'étais pas si empathique que ça, parce que je l'ai vraiment ressenti et je sens que lors des ateliers que
que je suis à l'écoute voilà, de regards, c'est beaucoup plus sensible, beaucoup plus sensible. Et j'aborde aussi cette question d'être empêché du handicap, de façon, plus naturelle. En fait, j'en discute. Avant, je savais pas comment l'aborder, cette question du handicap, voilà. Hem, voilà, donc c'est, lorsque je ne voilà, lorsque j'étais alitée, les vues de la nature étaient moi j'habite dans un immense immeuble qui fait, 13 étages. En face de moi, il y a d'autres immeubles. Par contre, j'avais une vue sur le ciel et je faisais des ateliers des observatoires de nuages, à imaginer des formes et franchement ça m'a beaucoup accompagnée lors de dans cette convalescence. Quand j'attendais, à des rendez-vous, dès que je pouvais voir une plante verte, un insecte qui butinait, voilà, ça me portait vraiment, mais c'est vrai que la nature, les jardins m'ont énormément manqué. Ce qu'on peut retenir de ce que tu nous dis, c'est il y a une solution assez simple, c'est de demander aux soignants de tourner les tables de soins vers les fenêtres pour les patients. Ben oui, mais c'est fou parce que je me dis ils sont pas enfin, ils se sont pas retrouvés dans cette situation-là, d'être face à un mur. J'en ai un peu parlé, mais on m'a dit: «Bon, ben, voilà, c'était pas un sujet». Le sujet, comme disait tout à l'heure Thierry, c'était la rééducation fonctionnelle. Mais de savoir si on était bien dans sa tête, bien dans son environnement, c'est pas la question. Et oui, encore une petite séparation entre les fonctions mécaniques et cérébrales, en fait. Le mental, ouais. Mm. Mmh. Si on peut en revenir à la fameuse étude d'Ulrich, qui a déjà, donc ça fait un moment, hein, prouvé les bienfaits pour un patient d'une vue sur un jardin comparé à une vue sur un mur. On sait que les bienfaits sont vraiment analysés et on peut avoir des résultats très probants. Je crois que c'est le CHU de Nice Nancy. Nancy, voilà. Oui, ça a commencé par un N, mais ça venait fort. Voilà, CHU de Nancy qui fait pas mal d'observations là-dessus. Il y a pas mal de travaux justement sur la prise de médicaments, d'antidépresseurs, etc., qui baissent en fonction de l'exposition à des milieux naturels. C'est Voilà, ils font un travail de suivi là-dessus assez important. Donc, cette première partie du webinaire s'achève et on remercie à la fois Thierry et Isabelle. Ça, c'était un très joli complément d'informations et surtout de ressenti. Et Clara, je ne sais pas si, du coup, de ton côté, où en sont les questions? Alors, on en a déjà une première qui s'adresse à Thierry, je pense. Est-ce que tu as dans ta pratique du jardin l'utilisation d'outils de jardinage adaptés ou à l'inverse, est-ce qu'il y en a certains que tu utilises très couramment qui ne sont pas adaptés et dont toi tu t'adaptes à leur usage? Ouais. Alors, oui, oui, j'utilise des outils adaptés, puisqu'en fin de compte, j'ai modifié ou créé tous mes outils de jardinage, puisque c'est des histoires de longueur de manche, c'est des histoires de poids, c'est des histoires de manipulation. J'ai même modifié un tracteur tondeuse pour pouvoir le piloter, enfin transférer dessus et le piloter uniquement avec les mains, puisque j'ai une bonne motricité de tout le haut du corps, j'ai une bonne préhension. Mais dans tous les cas, c'est en ça que je parle de mon lieu de vie comme étant un centre de ressources adaptées. L'idée, c'est de créer les adaptations nécessaires pour chacun, comme pour les couverts ou enfin tous les objets de notre quotidien. Il faut s'adapter aux capacités qu'on a. Du coup, là encore, je dirais que adapter des outils, ça voudrait dire envisager des fonctions avec ces outils, des fonctions de travail ou autres. Mais pour moi, le jardin n'est pas forcément quelque chose sur lequel il faudrait obligatoirement agir mécaniquement avec des outils. Ça peut être, voilà, le simple fait juste peut-être d'arroser
ou de regarder un arrosage automatique se mettre en route et de sentir l'humidité. Et ça ne nécessite pas de capacité particulière, si ce n'est d'être là. Les capacités, elles seront demandées du coup à des techniciens valides, voilà, pour mettre des systèmes en place, pour faire les gestes nécessaires s'il y a des gestes nécessaires à faire. La personne en situation de handicap elle-même n'a pas l'injonction, l'obligation d'être actif au travers d'outils adaptés. Mais ouais, mes outils sont adaptés et tous les outils sont adaptables. Et donc, du coup, l'adaptation, si donc tu nous le dis, tu les as toi-même adaptés, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de trouver, par exemple, des conseils justement sur des magasins ou des enseignes qui pourraient justement s'adapter comme un ergothérapeute pourrait adapter un outil. Aujourd'hui, Ouais. c'est toi qui as fait ton adaptation tout seul. Oui, ou avec aide, mais c'est d'où la notion de communauté de pratiquants pour pouvoir mettre en lien des choses qui ne sont pas des objets du marché de production de masse. Puisqu'en fait, c'est des particularités. Par contre, on peut retrouver ouais, quelques constantes aussi. Le fait d'avoir, on trouve assez facilement maintenant des espèces de petits tabourets qui permettent de s'agenouiller ou s'asseoir ou se relever. Voilà, enfin bon, il y a il y a quand même des propositions sur le marché, mais les besoins de chacun étant tellement spécifiques, je pense pas qu'il y ait une réponse globale. Voilà, il y a une notion de normalisation dans les outils pour des personnes valides, bien constitué. Ce marché-là, il existe, mais par contre, tout le reste sont des particularités. Donc, ce seront des réponses particulières à chaque fois. Donc, la meilleure adaptation reste celle qui est la plus adaptée à ses besoins. Eh ben, la meilleure adaptation, c'est l'écoute et la participation. Voilà. Mais avant tout, l'écoute. C'est-à-dire pas transférer une notion de modèle normalisé, mais simplement se dire c'est quoi le besoin. Dans les multiples formations que j'ai pu faire, j'ai une formation de design et donc c'est la fonction qui va appeler une réponse matérielle. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire et comment on peut le faire. Ce qu'il y a à faire, si par exemple on change les critères, on bouge les curseurs comme le curseur du temps désherbé, on peut le faire avec un gros épandage de Roundup, ça c'est fait, il n'y a plus rien, mais on peut le faire aussi à la main, au fur et à mesure, tout doucement, c'est à partir du moment où on a une main et qu'on peut accéder voilà, à la partie, s'il y a jamais il y avait un désherbage sélectif à faire, c'est une option aussi, du coup, une main peut suffire. On est toujours plus rapide qu'une plante, pour le coup. Donc en commentaire, il y a aussi du coup France Cryo qui nous indique qu'il existe des outils adaptés dans le commerce et que Verdurable notamment a déjà travaillé sur cette question depuis longtemps et les anglo-saxons aussi. Alors je ne sais pas si France, vous souhaitiez prendre la parole pour en dire un petit peu plus. Il existe pas mal de documents là-dessus. Éventuellement, je les ferai passer à la fédération. La Oui. ressource. En revanche, j'avais une question pour Isabelle. Elle a bien pu constater finalement que le jardin dans cet établissement dans lequel elle intervient et qui est un établissement donc voilà où elle a pu faire une rééducation, finalement est un jardin inadapté. Et donc, en tant que hortithérapeute intervenant dans cet établissement, euh, comment est-ce qu'elle envisage d'intervenir, puisque c'est le rôle des hortithérapeutes, d'intervenir auprès de l'établissement pour améliorer euh, ce jardin et en particulier sur ses circulations, parce que on ne peut pas envisager en effet qu'un jardin soit qualifié de thérapeutique, bien que je partage tout à fait tout ce qu'a partagé Thierry. Hein, c'est sur le fond, le jardin le jardin est thérapeutique par lui-même. Ça, je ne remets pas du tout en question. Ça a même toujours été vraiment, je sais pas, ce sur lequel je me suis battue depuis le départ. Hein. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ceci dit, on ne peut pas envisager de qualifier un jardin thérapeutique dans un établissement comme thérapeutique s'il n'a pas des circulations adaptées. À l'international, ça a toujours été défendu tel que,
un des fondamentaux de design, c'est que les circulations soient adaptées. Donc, la question, c'est si ces jardins ne sont pas adaptés en France, c'est probablement parce qu'on ne connaît pas les fondamentaux de design de ces jardins. Voilà. Et donc, il faut vraiment travailler la question, il faut en prendre conscience. Et en particulier, là, j'interrogeais Isabelle là-dessus, parce que du fait qu'elle-même intervienne en tant qu'orthothérapeute dans cet établissement, Ah bah oui. un des rôles de l'orthothérapeute sur le plan professionnel est d'intervenir aussi auprès de l'établissement pour faire modifier, ou pour, enfin, en tout cas, améliorer le, Oui, oui, tout à fait, France. En fait, je suis allée dans cet établissement pas par hasard. Il y avait le fait de ma rééducation, et c'est un bon établissement, mais aussi le fait que je connaissais l'établissement et que j'allais voir qui allait se passer. En fait, c'est l'hôpital Saint-Maurice, où j'ai été sollicitée par l'association des patients, 1001 patients, qui ont demandé, qui ont créé une association et qui font vivre l'hôpital, parce que c'est un hôpital où il y a très peu, en dehors des soins purs, il y a très peu de choses qui sont proposées aux patients. Il n'y a même pas une cafétéria, il y a un distributeur. Et donc, moi, ça faisait quelque temps que je n'intervenais plus parce que l'association n'avait plus d'argent. Et donc là, moi, j'attends d'être complètement remise pour reprendre contact avec la psychologue que j'avais rencontrée dans le cadre de ma rééducation et qui m'avait fait un appel du pied en me disant, mais là, il y a des choses à jouer, il faut absolument que vous rencontriez la direction. Mais après, on connaît tous le contexte des hôpitaux. Voilà, il faut y aller, mais doucement aussi. Il faut savoir où on met les pieds. Après, je pense que c'était important aussi qu'on débatte là-dessus, parce que quand même, il existe vraiment des fondamentaux de design pour les jardins thérapeutiques, et il semble que on passe souvent à côté. Le premier fondement de design, c'était avant tout la naturalité du jardin, avec tous ses composants qui qualifient la naturalité, la biodiversité, la maintenance, et qui va avec. Maintenant, c'est devenu quelque chose, entre guillemets, qui est à la mode. Mais je dis à la mode dans le sens, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'enfin, maintenant, on s'intéresse à la naturalité et la biodiversité. Mais il n'en reste pas moins que les autres critères sont tout aussi importants. Et c'est vrai que confort, sécurité, comme l'a dit tout à l'heure Thierry, c'est capital, confort, sécurité. De la même manière qu'il est hors de question de faire des injonctions de jardinage thérapeutique aux patients, euh, c'est pas le problème du jardin thérapeutique. C'est ça, c'est une erreur qu'on a. Il faut bien mettre les choses au clair. Et le jardin thérapeutique peut très bien être un jardin dans lequel il n'y a pas d'activité d'ortithérapie. Ce sont deux choses différentes. Et donc, il y a des tas de patients qui peuvent profiter du jardin en tant que jardin thérapeutique sans faire d'activité de jardinage. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante là-dessus, c'est en effet intimité, voilà, convivialité. Il faut que dans le jardin, il y ait des espaces où on puisse se retrouver seul avec soi-même et avec la nature, et des endroits où on pourra rencontrer les autres. On sait que plus les personnes sont en situation de vulnérabilité, plus elles ont besoin de cette récupération au contact de la nature, avant sur le plan d'être suffisamment stable sur le plan émotionnel pour pouvoir rencontrer les autres. Donc il faut absolument, ça a été prouvé par le jardin d'Alnarp en Suède avec des études Ouais. très très poussées. Et donc il faut absolument avoir tout ça dans la tête et respecter cela. Je pense que c'est vraiment important, il faut sans arrêt revenir là-dessus. Il y a des fondamentaux de design, il faut les respecter. Ces fondamentaux de design, ils ont été établis par la recherche, hein. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Et donc maintenant, voilà, ils sont établis. Donc il faut qu'on les applique. Donc, merci France. Et puis peut-être une dernière question qui a été posée par Thomas, qui demandait, Thierry, si dans ton usage notamment de bac en hauteur, tu aurais des préconisations de hauteur qui te semblent des hauteurs de travail adaptées à du jardinage, sur des bacs de jardinage. Par rapport à donc ma pathologie qui me fait me déplacer en fauteuil roulant, 70 cm, c'est une réponse technique, pratique, voilà. C'est une hauteur de table de travail. 60 cm ou 1,20 m
de largeur, on va dire, et la longueur, c'est ad libitum. Les jardinières que j'avais conçues faisaient 5 mètres de long sur 1,20 m sur 70 de haut. 1,20 m parce que c'est 2 fois la longueur d'un bras. On peut agir à bout de bras sur 60 cm de long. Voilà, en gros, sur un demi-cercle de 60 cm. Donc en hauteur, c'est pareil pour palisser, de tailler ou autre. C'est de 70 jusqu'à plus 60 cm, enfin plus la hauteur du tronc et la longueur d'un bras. Donc D'accord. ça Et donc, dépend un peu des gens, mais voilà. ok. Et Mais donc pour la 70, jardinière, ouais, effectivement, 70 de haut, c'est. Mais bon, donc c'est 70, un c'est peu un la... standard, hein. Oui, c'est ça. 70, ce serait la hauteur finie. Et du coup, pour éventuellement pouvoir passer en dessous du bac, c'est quoi Mais moi, je préfère être en biais, c'est-à-dire jardiner, bricoler, en étant en évoluant parallèlement à la jardinière et avoir une meilleure profondeur pour la culture. Ceci dit, c'est parce que j'avais des jardins de production maraîchère. Nous mangions à une famille sur ce que je jardinais. Ce qui n'était pas énorme, hein. Je veux dire, il y avait 50 mètres carrés de jardinière en production, mais ça nous faisait une production alimentaire familiale. Voilà, voire même un peu d'excédent. Mais c'était suffisant parce que j'avais un souci de production. Si c'était un pur souci esthétique ou de gestuel, j'aurais pu avoir des jardinières moins profondes ou dont le milieu simplement aurait été. J'en ai dessiné qui étaient voilà avec le centre qui était relativement profond et les bordures qui remontaient sous forme de tablettes. Si on veut simplement jardiner dans le sens mettre 3 pétunias histoire de gratouiller un peu de terre et de mettre des fleurs, si l'objectif c'est ça, il n'y a pas besoin de plus de 15 ou 20 centimètres de profondeur de terre. Donc, on peut tout à fait jardiner sur tablette, même sur de simples tablettes horticoles, c'est tout à fait faisable, hein. Là, j'avais et l'espace et la volonté de faire comme ça, mais c'est pas c'est pas du tout une obligation. Voilà, c'est juste plus, pour moi, c'était plus, j'étais certain de pouvoir produire dans ces conditions-là au détriment de ma posture. Parce que travailler perpendiculaire à la jardinière, c'est pas l'idéal, ça fait une rotation du tronc, mais bon, pour le coup, bah, je mettais plus de temps, mais c'est pas grave. Et quand j'étais de face, bah, j'allais moins profond. Je pouvais être de face aussi, mais ça m'obligeait à me pencher vers l'avant. Ce qui fait aussi un travail du tronc, mine de rien, ça fait de la rééducation, ça fait travailler un petit peu le transit, le fait de se plier en deux, voilà, de s'étirer vers l'avant, de se relever. C'est pas forcément idéal, mais en tout cas, c'est une façon de s'adapter. De toute façon, c'est un dialogue permanent entre ce que le corps peut faire, et même ça évolue. Puisque au bout d'un moment, pour moi, travailler perpendiculairement à la jardinière, c'était pas du tout un problème. J'avais trouvé mes gestes, mes façons de faire, et c'était même plutôt confortable. Ayant une atteinte haute et pas d'abdominaux, ça me permettait d'un côté de me tenir avec un bras à une de mes roues et de me redresser ou de me maintenir penché en étant perpendiculaire. Si j'avais été de face, c'était plus difficile. Ça nécessitait de mobiliser les muscles du dos. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, enfin, il n'y a pas une réponse standard, quoi. C'est vraiment chacun qui doit pouvoir trouver un peu des réponses. Mais bien sûr que, en gros, la terre est basse et si on a du mal à se plier ou à se relever, vaut mieux que ça soit la terre qui se relève, qui soit plus haute. Ça, c'est un standard. Moi, en guise de conclusion, je voudrais dire que c'est avant tout le destinataire, le patient, si on est en milieu de soins, qui doit être l'acteur du jardin et non pas le destinataire en tant que destinataire d'une action orientée vers lui. C'est le désir et la participation du destinataire final qui doit être le moteur de l'action. Alors c'est difficile, hein, ce que je dis là, c'est ce qu'on rêverait tous, hein, qu'il y ait une conscience et un désir qui soient cultivés chez chacun et qui amène au fait de créer, de proposer du jardin. C'est souvent l'inverse qui se fait parce que il y a aussi une histoire de temporalité, le temps où le patient, le destinataire reste dans le lieu du soin.
C'est pas le même pour chacun. Quand on est de passage en rééducation, c'est pas la même chose que quand on est résident permanent dans un lieu médicalisé. Donc il y a tout ça à considérer, mais en tout cas ça doit rester un dialogue et non pas quelque chose de imposé et descendant et normal, enfin avec une forme de normalisation. C'est un dialogue permanent nécessaire où le destinataire est celui qui doit être entendu.